Nouveau visage pour le barrage de Gachette à Port-Louis. Pour développer le potentiel du site, un grand plan d'aménagement va être mis en place. Josette Borel-Lincertin était sur place pour vérifier l'avancée des travaux. Construite en à peine 9 mois, la station d'épuration de la ville de Goyave est désormais opérationnelle. Plus moderne, plus productive, elle permettra d'alimenter en eau potable près de 8500 foyers. Et puis la récolte de la canne devrait démarrer le 3 mars prochain en Guadeloupe, selon le groupement d'intérêt économique qui était réuni ce matin à la Chambre d'agriculture à Convenance-de-Mao. Quelle est l'ambiance avant la récolte? Georges Magdelaine, président de l'Iguacan, est notre invité. J'irai jusqu'au bout, déclarait le Premier ministre Manuel Valls concernant la réforme du Code du travail. Le projet suscite de nombreuses réactions. Faut-il réformer le Code du travail? Le reportage de Patrick Curie et Moïse Dexter dans cette édition. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce mardi 23 février. Ce matin, la présidente du conseil départemental visitait le barrage de Gachette à Port-Louis. C'est ce site qui assure l'irrigation et l'alimentation en eau du Nord Grande-Terre. Pour protéger la ressource et développer cette zone classée d'intérêt faunique et floristique, un vaste plan d'aménagement va être réalisé. Reportage Linda Kayarsi. 2 500 000 mètres cubes de stockage, 100 hectares de superficie, bienvenue au barrage de Gachette. Donc le barrage a fait l'objet d'une campagne de rénovation en 2011-2012, donc il y a pas très longtemps, donc où on a renouvelé donc complètement le complexe d'étanchéité, on a remis à niveau l'ensemble des équipements. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un site qui est voilà, correctement, on va dire qui est sécurisé, qui est bien entretenu et qui fonctionne correctement. Cette retenue d'eau assure essentiellement l'irrigation et l'alimentation en eau du Nord Grande-Terre. Et je crois que c'était important pour moi de venir sur place et de me rendre compte de ce qui s'est fait avant, de ce qui reste à faire pour permettre à la Guadeloupe de ne plus souffrir, surtout les agriculteurs. Et puis nous savons aussi que nous avons un certain nombre de barrages qui sont interconnectés. Donc là aussi c'est rassurant et on peut se dire que nous aurons certainement quelques difficultés si le carême dure trop longtemps. Et depuis plusieurs années, le barrage offre de nouvelles perspectives. Reconnu zone naturelle d'intérêt faunique et floristique en 2013, le site abrite des espèces végétales remarquables. Nous avons un plan d'eau exceptionnel, le plus grand d'eau douce de Guadeloupe, mais qui connaît une évaporation importante. Donc l'idée c'est de reboiser les alentours du chantier à des fins donc forcément utilitaires, mais l'idée c'est d'utiliser ce site de façon à valoriser un peu ses atouts culturels, paysagers et également de point de vue patrimonial. Pour valoriser le site, un chantier d'insertion a ouvert ses portes. Une dizaine de stagiaires vont pendant 24 mois participer aux travaux. Objectif, créer un espace d'accueil et de découverte. Donc auparavant, on a des arbres à planter pour protéger le barrage contre l'évaporation d'eau. Donc c'est prévu 5000 plants à planter. Vu que je suis dans la nature et j'ai fait pas mal de travail à propos des arbres, à propos de l'espace vert, donc ça me plaît beaucoup. En résumé, 223 hectares de ressources en eau et de biodiversité qui devraient contribuer à dynamiser le territoire Nord Grande-Terre. La station d'épuration de Goyave a été mise en service ce matin. Située à la section de Sainte-Claire, elle permettra d'assurer le traitement de dépollution des eaux usées de plus de 8500 habitants. Reportage Isabelle Hameau. Défi relevé pour ces hommes qui ont pu construire la station en un temps record de 9 mois de travaux. Ici, le débit d'alimentation de 70 à 80 mètres cubes heure est conçu pour traiter l'équivalent de 8600 habitants, bien plus que la précédente station devenue obsolète et qui polluait la petite rivière. On est sur une usine, un traitement classique, à savoir on est sur un traitement par boue activée, aération prolongée. C'est-à-dire qu'on cultive des bactéries épuratrices qui vont dégrader la pollution contenue dans l'eau. Cette eau, une fois débarrassée de la pollution, repart vers le milieu naturel, à savoir le cours d'eau de la rivière de Goyave. Toute l'usine est automatisée et surveillée au travers des PC de supervision qui permettent un contrôle permanent des paramètres du site. Un programme de modernisation à caractère urgent pour le SIAG et la municipalité qui a vu sa commune augmenter de 5000 habitants. Il fallait absolument une station qui réponde à
au nombre d'habitants de Goyave, à la population de Goyave, mais aussi qui répondent également aux prévisions, aux exigences de développement de la commune de Goyave. Il n'y a pas très longtemps, nous avons présenté le PLU à la population, le plan local d'urbanisme, où nous avons la volonté de développer la ville de Goyave et surtout le cœur de la ville sera légèrement agrandi, déporté sur cette section de Sainte-Claire où nous nous trouvons. Durant quelques années, certains quartiers de la commune n'étaient pas correctement desservis en eau. Dans 3 mois, la station devrait délivrer une eau de qualité et conforme aux directives européennes. Avec la fin de la saison cyclonique, les expulsions ont repris pour les impayés de loyer. En Guadeloupe, elles sont effectuées entre le 15 juillet et le 30 octobre. Pour l'heure, près de 1000 dossiers sont en cours depuis la fin de la trêve. Une procédure souvent mal vécue par les locataires, mais également par les bailleurs. Premier volet de notre enquête, signé Isabelle Hameau et Moïse Dexter. Le dernier loyer payé, c'est octobre 2014. Jusqu'à présent, rien. Stanislas Artax fait partie de ces nombreux propriétaires victimes de loyers impayés. Propriétaire de biens situés à Marie-Galante, il attend depuis 16 mois que son locataire honore ses dettes. Ne pouvant pas se faire justice lui-même, il entame une procédure judiciaire. Juridiction a tout ça fait avec lui sorti, pas qu'à sortir, quasiment pour trouver case. Et moi, je suis casé. Et quatre cases à dégrader. Il pas ni assurance. T'as payé ma assurance à casa moyen. Assurance en cas il pas payé, il assurance la payer case la bien, il pas pour moi. Bon, et ben mon chèque pour caution, il pas une caution non plus. Chèque là était un an mais à moins. C'était chèque qui montre en photo, il y a pas de photo puis un an mais à moins, là un an mais pas de chèque là, qui met chèque là, il pas répondre moi. Alors déposer bail chèque là, il photo puis bail chèque là. Donc il sans cautionnement, sans assurance, sans rien à casa la dégradé. Alors moi quand m'a d'inscription avec tout ça c'est là dedans. Les dossiers de menaces d'expulsion se traitent par dizaines selon la CNL, la Confédération nationale du logement. Souvent, entre 15 et 20 000 euros de loyer impayés sont espérés par les propriétaires, mais en vain. Les gens, on les appelle même, on les cite devant le tribunal, devant le juge, mais ça les échappe. Ou pour eux, ce n'est pas nécessaire. Ils ont peur d'aller voir le juge, ou ceci, ou cela. Enfin bref, qui pourrait donner des conditions de paiement. Les gens sont gênés pour venir expliquer les problèmes. C'est plus facile de gérer un problème de 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros d'impayés que d'attendre 15, 20 000 euros d'impayés. Alors, nous, on essaie de trouver des solutions. C'est-à-dire faire appel aux organismes. Mais aujourd'hui aussi, l'argent est rare. Tout le monde le sait. Et ce qui arrive, ce qui amène ces dégradations de situation, c'est souvent la personne tombe en impayé et cette même personne perd son allocation logement. Et à partir du moment où l'allocation logement est suspendue, eh bien, à partir de là, c'est la dégringolade, pardon, et à partir de là, les gens sont embêtés. Si les profils les plus concernés par ces expulsions sont les locataires sociaux de faibles revenus, les particuliers, eux, ne restent pas isolés. Et le début de la campagne sucrière est prévu le 3 mars prochain pour la Guadeloupe continentale et le 9 mars pour Marie-Galante. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le GIE, Cannes Guadeloupe, le groupement d'intérêt économique. Ce matin, à la Chambre d'agriculture à Convenance-Bemao. Georges Magdelaine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de l'IGUACAN. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de notre reporter Yvan Lemar qui s'est rendu ce matin à la conférence de presse. La campagne 2016 s'annonce mauvaise après des conditions météo difficiles. Nous avons constaté des cannes avec des boutures, des nœuds très rapprochés, ce qui explique que la canne a été victime d'une situation d'asphyxie par le manque d'eau. Et aussi les parcelles plantées cette année n'ont pas développé du tout. Donc nous avons des sols très fendus, même les parcelles où on a eu les griffages profonds, on voit que c'est encore en état parce qu'il n'y a pas eu d'eau pour casser les mottes. L'intercampagne aussi a été compliquée malgré les 7 millions d'euros investis pour les replantations et 10 millions d'euros pour l'entretien des parcelles. En 2015, l'ensemble des acteurs de la filière, je parlais des planteurs de canne, sur les 4 grands bassins, nous avons replanté 1985 hectares.
Ce chiffre ne nous donne pas satisfaction parce qu'il est en deçà des chiffres de l'année précédente où on avait replanté 2630 hectares et des ratios que nous voulons replanter environ 25% chaque année. Mais on connaît les raisons de cette baisse dans les replantations parce qu'en fait les dures conditions de sécheresse que nous avons connues en 2015 ont fait que malheureusement les planteurs ont dû reporter leurs intentions de replantation. Pas de pluie, difficulté de trouver des boutures. Donc au niveau des replantations, ça reste insatisfaisant. Au niveau de l'entretien des rejetons, nous avons entretenu plus de 8700 hectares de rejetons. Comment dirais-je, ce sont ces souches qui permettent que nous renouvelons et qui permettent d'assurer le gros de la récolte suivante. Une diminution de 24% est prévue sur le tas de canne cette année. La campagne devrait durer 85 jours pour la Guadeloupe continentale et 60 jours pour Marie-Galante. Globalement, nous sommes sur une prévision pour la Guadeloupe continentale et Marie-Galante de 493 000 tonnes de canne, dont 83 000 tonnes de canne pour Marie-Galante. Donc ça veut dire qu'il restera 410 000 tonnes de canne pour la Guadeloupe continentale Gardel proprement dite. Et on pourra effectivement, ce volume de canne concerne les sucreries et les distilleries. Donc il faut compter à peu près 62 000 tonnes de canne qui seront effectivement adressées, qu'il faut déduire de ce volume de canne pour être affectées aux distilleries. Avec cette petite récolte, les revenus des planteurs seront en baisse, mais la nouvelle convention Cannes 2016-2022 négociée avec l'État limite les dégâts. On a pu obtenir que l'enveloppe de la convention précédente qui nous était, je dirais, généralement favorable, qu'on puisse maintenir cette enveloppe-là qui est de 20 160 000 €. Donc on a pu déjà maintenir l'enveloppe, donc c'est pour nous déjà une victoire. Et d'autre part, nous avons pu intégrer dans l'aide de base qui était de 23,81 € une augmentation de 5,50 € qui la porte désormais à la somme de 29,31 €. Au-delà de ça, nous avons pu obtenir aussi des aides qui pourront être allouées aux planteurs dès lors qu'ils respectent certaines pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, telles que le décompactage du sol, l'épandage d'amendements organiques et le sarclage mécanique ou manuel comme étant un moyen alternatif au désherbant chimique. Ces garanties seront valables pour les 2 prochaines récoltes, comme le stipule le volet A de cette convention. Reste à négocier le 2e volet pour les campagnes 2018-2022 qui seront marquées par la fin des quotas sucriers prévus en 2017. Georges Magdelaine, une récolte qui s'annonce de mauvaise qualité, une production en baisse. Faut-il s'inquiéter ? Non, pas du tout, puisque comme toujours, les producteurs de canne vont se ressaisir et avec le temps qui, on espère, avec les prévisions météorologiques qui nous disent qu'il va y avoir de la pluie au mois de juin, on pourra recommencer les replantations et rebâtir ce bassin, des bassins canniers. Alors vous avez annoncé le début de la récolte le 3 mars en Guadeloupe et le 9 mars à Marie-Galante. Est-ce que ces dates seront respectées compte tenu des négociations qui sont toujours au point mort ? Donc il faut savoir, ça c'est pour le grand public, que les négociations, comme le disent le nom, les NAO, nos négociations annuelles obligatoires. Ce sont les partenaires sociaux, donc Gardel étant une entreprise privée, avec ses employés qui discutent pour pouvoir revaloriser leur salaire. Donc on ne peut pas s'y immiscer. Par contre, nous, c'est une filière. Donc les acteurs prennent toutes leurs responsabilités pour pouvoir démarrer cette récolte le 3. Vous les appelez à prendre leurs responsabilités ce soir ? Oui, bien sûr, puisque effectivement, tout le monde y perdra. Puisque déjà une petite récolte, il faut la faire. Il faut recycler cette campagne. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Que prévoit la Convention Cannes 2016-2022 exactement? Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit, on sécurise le revenu des planteurs. Face avec les difficultés qui vont venir avec l'arrêt des quotas en 2017. Est-ce que vous avez anticipé justement toutes ces choses? Bien sûr, parce que nous avons prévu une convention en 2 volets. Une partie qui couvre les 2 années 2016-2017 et une autre partie qui couvrira jusqu'à 2022. Donc nous avons pris en compte les difficultés pour pouvoir assurer un revenu décent aux planteurs. Elle couvre, c'est-à-dire en termes financiers? En termes financiers, puisque nous avons une enveloppe constante de 20 160 qui couvre entièrement, quel que soit le tonnage, jusqu'à 825 000 tonnes de canne,
Donc ça fait quelques années, on n'a pas approché ce tonnage. Ça veut dire qu'on a assez dans cette enveloppe pour pouvoir payer les cannes correctement. Vous aviez des relations plutôt tendues ces derniers temps avec certains planteurs, en tout cas. Est-ce que vos relations se sont améliorées depuis? Je pense à Mme Grisoni et Pierre Cabas, par exemple. Est-ce que vos relations se sont améliorées? On n'a pas de difficulté avec cette collègue, puisque je suis également planteur, représentant des planteurs au sein de l'interprofession. Donc, Mme Grisoni et les autres représentent les syndicats agricoles. Donc, il faut voir là-dedans la jeunesse de certains dans cette filière. Donc, en tout cas, nous avons aplani les difficultés. Ils ont bien compris la convention, puisque en étant dedans, ils n'avaient pas tout compris. Il y a une séance d'explication et tout le monde est revenu à des sentiments meilleurs. Avez-vous contacté justement l'intersyndicale pour savoir où est-ce qu'ils en sont concernant les négociations? Est-ce qu'ils sont prêts justement à redémarrer, à récolter la canne le 3 mars? Vous êtes en contact? Avec l'intersyndicale des ouvriers agricoles? Oui, parfaitement. Des ouvriers industriels. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce que vous accordez vos violons pour justement mettre en place cette récolte? Il faut savoir qu'au sein de l'interprofession, les syndicats agricoles y participent. Donc, nous avons des rencontres permanentes. Demain, nous avons une rencontre, un comité de liaison qui permet effectivement de mettre en phase les opérateurs de récolte, les syndicats et tout le monde pour pouvoir faire cette récolte. Donc nous avons aussi, tout au long de la récolte, des discussions prévues pour pouvoir signer des accords interprofessionnels. Donc à savoir le montant de la bagasse, la pérennité du centre technique. Donc ce sont des sujets que nous parlons tout le temps. Nous avons 2 réunions prévues, une qui se tenue lundi. Donc chaque semaine on se voit, on discute et on avance. Donc tout va bien. Moi, je peux dire effectivement, en tant que président, j'espère effectivement que tout le monde comprend l'intérêt de cette filière pour la Guadeloupe. Et que tout le monde comprendra, en tout cas, le 3 mars pour le lancement de la récolte. Merci, Monsieur Georges Magdelaine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Dans les années 1990, la gendarmerie s'est dotée de centres opérationnels de renseignement, principalement destinés à répondre aux sollicitations téléphoniques, le Allo 17 que vous connaissez. En Guadeloupe, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des militaires de la gendarmerie veillent sur la population et leur répondent aux appels, déclenchent des interventions. Karen Diamin a rencontré ces militaires basés à la gendarmerie de Saint-Claude. Centre opérationnel gendarmerie de Saint-Claude, j'écoute. Bonjour. Oui. En composant le 17, numéro d'appel d'urgence, c'est toute une procédure qui est mise en place. Lorsque vous composez le 17, vous tombez sur la plateforme, un opérateur vous répond. Cet opérateur est amené à vous poser des questions pour comprendre l'événement, l'analyser et ensuite apporter une réponse opérationnelle s'il y a besoin. Cette réponse opérationnelle peut amener à un déplacement d'une unité de gendarmerie sur les lieux ou simplement à une prise de rendez-vous ou une prise en compte de votre appel sans déplacement d'unité de gendarmerie. Tout dépend de la gravité des faits qui se sont produits. Si cela nécessite une prise en compte immédiate, alors nous enverrons immédiatement une patrouille de gendarmerie sur les lieux. Parfois, et même assez souvent, il arrive que simplement une prise de rendez-vous avec la venue de gendarmes de manière décalée peut suffire. Eh bien, alors à ce moment-là, la patrouille interviendra avec un peu plus de délai, de manière à pouvoir conserver notre capacité d'intervention sur les événements les plus graves. Avec une moyenne de 350 appels par jour, le CORG de Guadeloupe gère donc au quotidien des appels d'urgence. Au niveau des appels, nous sommes aux environs de 140-145 000 appels à l'année. Et au niveau des engagements qui sont faits suite à ces appels, c'est 17 500 appels. Nous avons bien sûr les périodes vacances scolaires où nous avons de nombreux appels suite à des tapades, des choses comme ça. Ensuite, nous avons aussi les périodes festives, les fêtes de fin d'année, le carnaval que nous venons de passer, qui engage beaucoup nos unités sur le terrain. Et ensuite, on s'aperçoit qu'en fin de semaine, nous sommes très sollicités, à savoir les vendredis soirs, le samedi soir, mais aussi le dimanche dans l'après-midi. On s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a des fêtes un peu familiales qui tournent un petit peu mal, malheureusement. Et là, on est obligé d'intervenir.
la majorité, la grosse majorité de nos interventions, bien sûr, ce sont les accidents routiers, hein, et ensuite viennent les vols, les cambriolages et les différents familiaux qui ne sont pas quantité négligeable. Et parmi les 3 officiers en poste au CORG, Alain, 11 ans de carrière, qui connaît les ficelles du métier et qui garde en mémoire certaines périodes marquantes. Dans les événements marquants, on va dire, ici en Guadeloupe, c'était le mouvement du LKP. Donc voilà, donc ça effectivement c'était des moments forts. Après il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que le LKP était quand même un moment assez fort, où j'ai effectivement opéré durant quelques nuits ici. Et voilà, donc oui, c'était assez intense. Le rôle du chef de car, c'est effectivement de veiller un peu à tout ce qui arrive au niveau du centre. Donc veiller un peu, par exemple, toujours être à l'écoute des opérateurs aussi, pour pointer l'oreille, savoir un peu ce qui se passe. Parce que parfois, vous savez, il y a des fiches secrets, donc on n'est pas tout le temps figé sur l'ordinateur, mais il faut être à l'affût de tout ce qui se dit et tout ce qui peut se lire aussi. Donc voilà, donc c'est le rôle un peu du chef de car, de gérer et après de rendre compte aussi à la hiérarchie, donc au commandement, donc on va dire aux officiers supérieurs. Avec 140 000 appels par an, il est important de rappeler que le 17 reste un numéro d'urgence. 140 jeunes stagiaires ont réussi leur test pour devenir sapeurs-pompiers, actuellement en formation au service départemental d'incendie et de secours des abîmes. Ils suivent un stage intensif pour s'exercer à différents types d'interventions. Loïs Ignace a assisté à l'entraînement de ces aspirants pompiers déjà très motivés. Des gestes précis, voici la nouvelle garde de sapeurs-pompiers volontaires en plein examen de secours à la personne. Sélectionnés il y a maintenant 1 mois, les futurs hommes du feu suivent une des étapes les plus importantes de leur stage pratique. Cela représente 80% de leur mission. Le niveau, ça va. Je pense que, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la formation, une semaine très concentrée. On doit connaître plein de choses en très peu de temps, d'accord, que ce soit au niveau théorique ou au niveau pratique. Alors, on leur demande, c'est comme un permis VL en fait. Hein. On te demande de pouvoir faire ce qui est le minimum en fait, de ne pas mettre en danger la vie de la victime. Et c'est au fur et à mesure, pendant les périodes seront de garde, et que les gestes sont améliorés. Ce stage intensif comporte 2 phases, une phase théorique et une phase pratique. Pour devenir de bons équipiers, il faut être à l'écoute et faire preuve de rigueur. C'est une opportunité qui s'est présentée, donc j'ai postulé pour passer les épreuves sportives que j'ai réussi, ensuite les épreuves écrites et ça s'est bien passé, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'avais surtout envie de renforcer le corps des sapeurs-pompiers afin de les aider dans leurs tâches de tous les jours. La difficulté, c'est que des fois on peut avoir tendance à mélanger certaines choses, parce qu'il y a plein de trucs qui sont bien spécifiques, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Bon, au début c'est pas évident, mais à force de pratiquer, ça devient naturel, quoi. Ça se passe bien, pour les cours et pour les opérations aussi, il n'y a aucun souci. Au niveau des exercices? Au niveau des exercices, ça se passe bien. Là, pour les exercices opérationnels, je suis un homme comme les autres, un homme du rang, tout simplement. C'est surtout le stress, mais il faut qu'on apprenne à s'adapter parce que de toute façon, ça fait partie intégrante du travail en fait. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est le fait de savoir qu'on est évalué, ça met toujours un coup de stress en plus. Les 140 stagiaires pompiers volontaires en formation vont bientôt renforcer les effectifs des 1300 actuellement en fonction. Dans un instant, faut-il réformer le Code du travail? Très contesté, ATV Guadeloupe s'est intéressé à votre avis sur ce projet de loi qui est très contesté. Et puis rencontre avec une passionnée de cordonnerie, Jeannette, qui vient d'ouvrir son atelier à Basse-Terre. L'ensemble des acteurs de l'énergie se sont retrouvés aujourd'hui à l'hôtel de région à Basse-Terre pour présenter le projet de programmation pluriannuelle de la Guadeloupe. Ce document majeur définit la politique environnementale qui sera mise en place dans notre archipel. Reportage Loïs Ignace. Devenir autonome en matière d'énergie renouvelable, tel était l'objectif du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'est tenu ce matin à l'hôtel de la région Guadeloupe. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
instaure l'obligation d'élaborer une programmation pluriannuelle de l'énergie en Guadeloupe. On demande à l'État la prorogation de l'habilitation énergétique, ce qui est première en France, pour poursuivre un peu les études qui sont menées. Aujourd'hui, nous avons réuni tous les acteurs de l'énergie, région, État, pour pouvoir mettre en place et écouter un peu le rapport de la personne qui est en charge de travailler dessus, M. Pouget, qui a présenté un peu le contexte, le développement du stockage en énergie, le réseau intelligent qu'on aura tôt à mettre en place, les bâtiments et quartiers à énergie positive. Donc, nous devons continuer car nous avons un délai. Les porteurs de projet ont un délai, je crois que le 26 février, pour que nous puissions avancer. Comme l'a dit le préfet, nous sommes obligés à une certaine date de devenir autonomes en matière d'énergie. Donc nous sommes obligés d'accélérer les choses pour pouvoir tenir la date fixée par l'Union européenne et surtout sur la loi de la transition énergétique. Un document qui fixe des objectifs ambitieux puisqu'il s'agit d'orienter les investissements en matière énergétique jusqu'en 2018, mais aussi d'atteindre 50% d'énergie renouvelable en 2020 et de parvenir à l'autonomie énergétique d'ici 2030. Un travail qui nécessite la mobilisation des acteurs privés, publics, de l'État et de la région. Sachez qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, par rapport à l'atteinte des objectifs que j'ai fixés, eh bien, sachez que la part des énergies renouvelables dans notre consommation des énergies d'énergie représente 11%. Et on a surtout, je dirais, un point sensible sur lequel nous devons travailler, c'est le fait que la consommation, je dirais, d'énergie pour les transports représente 70% de la totalité de notre consommation d'énergie. Donc c'est un gros poste de consommation énergétique sur lequel nous devons travailler. Donc au final, nous devrons développer très significativement la part des énergies renouvelables et réduire la consommation énergétique. Géothermie, biomasse, énergie solaire, éolienne, la Guadeloupe possède bien des atouts en matière d'énergie renouvelable pour réduire sa consommation énergétique. En Guyane, le WWF et le Bureau de recherche géologique et minière ont présenté des solutions pour identifier l'or guyanais grâce au mercure et une étude biologique des sols. Xavier Paul Lepeletier d'ATV Guyane. 120 000 €, c'est le montant que le bureau guyanais du WWF a décidé d'investir pour notre environnement. S'inspirant d'initiatives sud-africaines et australiennes, l'ONG a choisi le BRGM afin de procéder aux toutes premières analyses de traçabilité concernant l'or guyanais. Avec des méthodes assez simples, en fait, d'analyse optique, donc des observations au microscope principalement, on va pouvoir déjà, de manière assez fine, déterminer si l'or vient d'un gisement primaire ou d'un gisement alluvionnaire. On va également pouvoir déterminer si l'or a été amalgamé avec du mercure ou pas. Donc ça c'est très intéressant, notamment si on veut distinguer une origine légale ou illégale pour l'or provenant de Guyane. Si à terme un tel label va intéresser les commerçants, il s'agit surtout et pour la première fois d'établir une traçabilité depuis la mine. Ce travail montre que la traçabilité physico-chimique de l'or et ces analyses vraiment physico-chimiques apportent un tas d'informations très intéressantes qui permettent de remonter jusqu'à l'origine de l'or. Aujourd'hui, les acteurs les plus intéressés par les différentes applications envisageables, que ce soit dans le cadre d'une labellisation ou dans le cadre d'enquêtes judiciaires, ont maintenant un nouvel outil à disposition et pourront développer à relativement court terme des applications tout à fait concrètes. Au-delà, c'est une nouvelle filière qui pourrait ainsi voir le jour sur notre territoire, celle des laboratoires de l'or. Un autre élément très intéressant qu'apporte cette étude, c'est que les analyses qui donnent le plus d'informations sur l'origine de l'or ne sont pas forcément les analyses les plus coûteuses ni les plus compliquées à mener, ce qui pourrait laisser envisager que certaines de ces analyses-là soient réalisables directement en Guyane sans avoir à passer par un laboratoire situé sur le sol métropolitain. Désormais concrétisée, l'élaboration d'une cartographie précise de l'or guyanais tient désormais aux échantillons futurs que voudront bien fournir les exploitants aurifères.
Le projet de loi pour la réforme du Code du travail suscite de nombreuses critiques des syndicats et d'une partie de la gauche qui le juge trop favorable aux entreprises au détriment des salariés. Une pétition a même été lancée par une ancienne conseillère de Najat Vallaud-Belkacem au ministère des Outre-mer aux droits des femmes contre ce projet. Elle a recueilli 365 000 soutiens en seulement 5 jours sur Internet. Faut-il, selon vous, réformer le Code du travail ? Patrick Curie et Moïse Dexter ont recueilli vos avis. Mais c'est pas bon ça. C'est pas bon parce que où sera le droit des employés? C'est pas bon. Bien sûr, pourquoi? Je suis employeur et tout est fait pour ne pas permettre aux entreprises de s'adapter au marché qu'ils ont. Il faut pouvoir avoir le monde qu'il faut au moment où il y a du travail et pouvoir permettre à l'entreprise de ne pas mourir avec des charges impossibles lorsque le travail n'est pas là. Je pense que c'est une mauvaise idée par rapport au fait que, comment je pourrais vous dire ça, les jeunes ont besoin de plus de sécurité au niveau de l'emploi. Voilà. Et là, ce qu'ils proposent, c'est pas... On ne sent pas qu'il y a quelque chose en retour qu'on peut avoir, qu'on peut être sûr. On ne peut pas licencier comme ça, comme on veut. Hein. Parce que quand on licencie un travailleur, eh bien, s'il a cotisé pour la saisie pour boire et manger, sinon, c'est là sur le RSA. Je ne suis pas d'accord par contre. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'on donne plein de droits à l'employeur et que l'employé n'aura pas beaucoup de sorties, quoi, pour pouvoir... je sais pas, moi je vois pas ça de bonne. Une très bonne chose, ça va solutionner. Vous savez que parfois, des entreprises avec des indemnités qu'ils doivent donner à un employé, et parfois, ça coule l'entreprise. Ah non, c'est une très bonne chose. Tout doit avoir des limites et je pense que tout le monde va s'arranger dans l'entreprise et trouver une solution d'entente à l'amiable, quoi. Et puis sachez que les organisations syndicales se sont réunies ce soir à Paris en intersyndicale pour décider d'actions communes contre cette réforme. Ce n'était plus arrivé depuis 2013. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, elle dénonce une forme de confusion. Coup de projecteur sur l'un de ces petits métiers qui tend à disparaître, celui de cordonnier. À Basse-Terre, dans le quartier du Carmel, une femme vient d'ouvrir son propre atelier de cordonnerie. Elle redonne vie aux chaussures, aux objets, aux ceintures, bref, aux objets qui ont une histoire. Avec sa touche féminine, Karen Diamin est allée à sa rencontre. Redonner une seconde vie aux chaussures et aux objets en cuir, Jeannette en a fait une passion. Et c'est là sa petite marque de fabrique. Je ne me contente pas de réparer. Je ne me contente pas de réparer. Même si quelqu'un me demande de réparer une paire de chaussures, je répare la paire de chaussures. Mais si je vois par exemple que c'est égratigné, moi je vais rénover, je vais passer... je vais faire peut-être plus que ce que la personne me demande. Donc moi ça ne me dérange pas. Même si on me dit que tu travailles pour rien. Moi, non, je ne travaille pas pour rien. Je fais quelque chose que j'aime faire avec amour. La personne peut me donner la paire de chaussures pour mettre des talons. Et peut-être que la personne n'a pas vu qu'il y avait un petit problème autre part. Donc, si je vois le problème, moi, je le fais. Après avoir passé 8 ans dans un lieu plutôt vétuste, Jeannette est installée aujourd'hui dans son propre local et aspire déjà à se développer. J'ai trop de projets. J'ai trop de projets. Parce que là, j'ai besoin de marier à cordonnerie et artisanat. Parce que comme je suis dans le cuir, donc pourquoi ne pas faire, par exemple, des porte-monnaies, des trucs comme ça, des petits sièges comme ça. Avoir des machines, des bonnes machines pour avoir plus de rendement. Et j'ai l'intention aussi de faire les clés. De faire les clés, les plaques d'immatriculation. Donc, et continuer dans cette voie-là. Bien qu'elle ait déménagé, sa clientèle n'a pas tardé à la retrouver. Mais là, j'ai été satisfait. Très sincèrement, j'ai été très satisfait. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer encore un coup plus dur, avec un matériel plus long. J'ai quelque chose qui date depuis quand j'étais militaire. J'ai dit, je vais essayer de voir si je peux le faire. Et voilà, j'arrive ce matin, elle m'a dit, mais pas de problème. Et je vais m'arranger pour vous donner satisfaction. Et ça prendra à peu près une dizaine de jours.
Ça m'est égal. Pour moi, c'est un souvenir et que je voulais garder dans les formes de cette femme-là parce que je travaille très bien. Malgré une expérience d'11 ans, elle se souvient parfaitement de ce qui l'aura poussée à se lancer dans ce métier qui se veut masculin. Je suis allée une fois à l'Audenoir emmener mes chaussures en réparation. Et là, je suis tombée sur le charme. J'allais me regarder travailler comme ça et ça a fait tilt. Et depuis ce jour-là, je savais que ça allait devenir mon métier. J'aimerais que les femmes s'y intéressent un petit peu. Parce que bon, c'est un métier d'avenir. Même si on dit que c'est un métier d'homme, bon, il n'y a pas de métier d'homme ou métier de femme, mais les femmes sont capables de tout faire. Donc si vous avez un projet, mesdames, lancez-vous. Et le préfet de la Guadeloupe a récompensé plusieurs bénévoles qui ont œuvré durant leur carrière au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à la préfecture à Basse-Terre. Loïs Ignace était sur place. 15 bénévoles qui œuvrent pour certains depuis 40 années dans le monde associatif ont reçu ce matin en préfecture une médaille pour le travail effectué dans différentes associations sportives, culturelles, familiales. Les récipiendaires ont brandi fièrement leurs médailles et diplômes amplement mérités. J'ai intégré le centre d'insertion pour l'insertion à Marie-Galante. Et là, on avait 7 activités fortes autour de l'insertion, le développement de l'agriculture, le développement d'une blanchisserie industrielle. C'est moi qui ai ouvert le centre pour polyhandicapés aux IRL, à Bimao. Et puis après, j'ai fini ma carrière au collège de Sainte-Rose à la STECPA, depuis 18 ans. Et depuis, je me suis investie dans le mouvement associatif. À 8 ans, j'étais déjà scout, cœur vaillant, et je me rappelle de ma promesse scout. Et je disais, je m'engage. C'est l'engagement à servir Dieu, l'Église et la patrie. La patrie, c'est le peuple. Donc, j'avais déjà cette vocation à servir. Une commission du comité passe dans toutes les associations de Guadeloupe et de ses dépendances afin de connaître les bénévoles les plus actifs durant l'année. Pour le président Mathieu Galvani, la Guadeloupe, au vu de sa population, ne peut récompenser que très peu de bénévoles par rapport à d'autres régions. Nous nous battons pour augmenter le nombre de médailles, et ce qui n'est pas facile parce que, pour vous donner un exemple, là avec nos 407 000 habitants, nous avons seulement les 8 médailles de bronze, mais la Martinique, pour ne pas citer cette région, qui a 403 000 habitants, a 23 médailles. La Guyane, qui a 200 000 habitants, a 11 médailles. Ce qui est un handicap pour nous. Il y a eu 17 personnes, dont 7 femmes, et donc nous avons eu 3 médailles d'or, il y a eu 4 médailles d'argent, et les autres, ce sont des médailles de bronze. En Guadeloupe, il existe 9000 associations, 800 sont créées chaque année et représentent à elles seules 13% de l'emploi salarié de notre région. Le handicap n'est pas une barrière, c'est le message que souhaitent transmettre les élèves du BTS du lycée de Pointe-Noire dans le cadre d'une manifestation nommée Tous en scène. Ils ont réalisé leur propre court-métrage afin de sensibiliser les jeunes sur cette problématique. Reportage Loïs Ignace. 3 classes de BTS se sont portées volontaires pour produire 4 films de 3 minutes sur le thème du handicap. Les élèves ont joué eux-mêmes les acteurs et ont tenu à finir leur vidéo sur une note positive. Notre thème, c'est une fille, elle est sourde-muette, et un garçon qui tombe amoureux d'elle. Et on montre en fait dans le film que avoir un handicap, c'est pas une barrière. Donc le garçon, il va tout faire pour parler pour elle, même si elle est sourde-muette. Donc à la fin, on nous montre que elle et le garçon, ils sortent ensemble. On a pris une histoire d'un chanteur, un artiste. Cet artiste qui va faire un concert bientôt apprend de son médecin qu'il a une détériorisation au niveau des yeux et que dans quelques jours, il risque de perdre la vie. Et durant ce concert, devant tous ses fans et tout, il a perdu la vie. Il y a un message de fin qui dit que même malgré ça, il continue à chanter et autres. Donc, il n'a pas terminé ça sur une note négative. Le lycée professionnel Boc Calmé a décidé de participer au concours Tous en scène. Pour
Pour cette classe de BTS en communication, l'objectif est de sensibiliser les élèves sur le quotidien et les problèmes d'accessibilité des personnes en situation de handicap. On s'est dit, d'autant qu'on a une classe de BTS communication, mais pourquoi justement ne pas inciter les élèves à participer à ce concours et qui pourrait donc déjà les aider justement dans cette filière qui est la communication, mais surtout finalement sensibiliser, être sensible et sensibiliser les autres aux problèmes du handicap. Le thème, c'est justement « Et si demain c'était vous ?» Parce que tout un chacun, à n'importe quel moment, par un accident de la vie, une maladie ou autre, peut être confronté au problème du handicap. Donc, il s'agissait vraiment, donc, pour eux, à travers ce message, de toucher du doigt ce problème auquel est confrontée finalement une partie de notre population, et puis n'importe qui peut un jour, effectivement, se retrouver face à cela. On invite tous les Guadeloupéens, tous les élèves à voter pour nous. Rendez-vous sur le site tousenScène.fr. Les vidéos sont aussi visibles sur YouTube et votez pour le lycée Bocalmé. Les votes sont ouverts jusqu'au 23 mars et l'établissement primé remportera une subvention de 2 000 €. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais tout de suite, question directe présentée par Eddy Planté.